Je n'avais rien avalé depuis 2 jours quand je me suis assise dans ce fauteuil de prélèvement exigu, les néons au-dessus de moi bourdonnant comme un essaim d'abeilles en colère. L'infirmière a glissé l'aiguille dans mon bras, a souri, puis a jeté un coup d'œil au microscope et s'est figée. Son visage est devenu livide. Madame, a-t-elle chuchoté. S'il vous plaît, ne bougez pas. Sa voix tremblait alors qu'elle attrapait le téléphone. 6 mois plus tôt, j'étais Valérie Hérault, PDG d'une entreprise de construction en plein essor à Lyon, une femme qui bâtissait des immeubles et croyait que rien ne pouvait la briser. Maintenant, j'étais une divorcée ruinée vendant son plasma pour 50 €. L'infirmière est revenue en tremblant. Votre sang, dit-elle presque religieusement. C'est du RH nul. Le sang en or. Seules 43 personnes sur Terre le possèdent. Avant que je puisse parler, le directeur médical s'est précipité. Mademoiselle Hérault, il y a un milliardaire à Monaco qui mourra dans quelques heures sans votre type de sang. Sa famille offre. Le chiffre qu'il a prononcé a fait trembler mes mains. 6 mois plus tôt, j'étais Valérie Hérault. La femme que l'on surnommait à Lyon la dame de fer du BTP. J'avais bâti le groupe Hérault Construction à partir de rien, juste une vieille camionnette rouillée, un jeu de plans et plus de courage que de bon sens. Nous étions bons, très bons. J'avais 15 employés, 4 équipes et la réputation de finir les chantiers impossibles. La ville me confiait des projets de démolition que personne d'autre ne voulait toucher. Mon nom signifiait quelque chose. Les camions de mon entreprise portaient mes initiales VH en peinture bleue audacieuse. Une marque de fierté qui semblait inébranlable. Et puis est arrivé le projet du centre commercial de la Pardieu. Ce devait être notre plus grande victoire. Un contrat de démolition et de reconstruction de 20 millions d'euros. Mon chef de chantier, Gabriel Collin, m'avait assuré que toutes les lignes de sécurité étaient dégagées. Gaz, électricité, eau, tout est coupé, patronne. J'aurais dû vérifier moi-même. À 10h14 un jeudi, je passais en revue les plans dans le bungalow de chantier quand le sol a tremblé. Un flash de lumière blanche a traversé la fenêtre, suivi d'un bruit comme si le ciel se déchirait. Une conduite de gaz oubliée, enterrée depuis 1963 sous les fondations, avait rompu. Les flammes ont rugi comme un monstre réveillé des profondeurs. Par miracle, personne n'est mort, mais l'explosion a fait le tour des journaux télévisés de France. Le titre du lendemain m'a anéanti, négligence sur le chantier Hérault, des millions de dégâts. Les procès sont arrivés plus vite que je ne pouvais respirer. La compagnie de gaz, la ville, les commerces privés. Mon assureur, un homme lisse en costume bleu marine, m'a tendu une pile de papier avec un regard qui disait « Ne tirez pas sur le messager ». Clause 14b, a-t-il dit. Vérification indépendante requise. Vous avez signé. La police ne couvre pas la négligence grave si les plans. Il a haussé les épaules. L'erreur de la ville n'annule pas votre responsabilité. 2 semaines plus tard, les contrats étaient gelés. Les comptes saisis. Je suis passé de la gestion de projets multimillionnaires à supplier les banques de ne pas vendre mon matériel aux enchères. Et c'est là qu'Éric, mon mari, a cessé de rentrer à la maison. Il avait été mon premier supporter, l'homme qui apportait du café sur mes chantiers, qui disait adorer me voir avec un casque de chantier. Mais le succès est enivrant jusqu'à ce qu'il s'évapore. Le soir où l'avis d'expulsion est arrivé, il se tenait près de la porte avec sa valise. « Éric, s'il te plaît, ai-je dit, la voix brisée. On peut reconstruire. J'ai juste besoin de temps. » Il ne m'a même pas regardé. Je n'ai pas épousé une ratée, Valérie. Tu es ruinée et je ne coulerai pas avec toi. La porte d'entrée a claqué derrière lui, et le silence qui a suivi semblait plus lourd que n'importe quelle poutre en acier que j'avais jamais soulevée. Je me suis assise sur le sol de cette maison vide, entourée de factures impayées, réalisant que l'empire que j'avais bâti de mes mains s'était effondré en un seul souffle, et qu'il ne me restait plus que moi-même. Le lendemain du départ d'Éric, la cafetière était encore à moitié pleine. Elle sentait l'acide et le brûlé. Sa brosse à dents avait disparu, son placard était vide, à l'exception d'un de mes vieux casques de chantier posés sur l'étagère comme une blague cruelle. J'ai fixé l'avis d'expulsion scotché sur le frigo, les lettres rouges hurlant saisies en cours. Tout ce pourquoi j'avais travaillé avait disparu. L'entreprise, la maison, l'homme qui, je le pensais, resterait à mes côtés quand tout s'écroulerait. Ma sœur Delphine a appelé cet après-midi-là. Val, tu ne peux pas rester là toute seule. Viens habiter chez nous, a-t-elle dit doucement. Je vais bien, ai-je menti.
Non, ce n'est pas vrai. Tu as l'air vide. Le soir même, je conduisais 3 heures vers l'ouest, direction Saint-Étienne, dans mon vieux 4X4. Le même véhicule qui transportait autrefois Plan et Fierté. Maintenant, il transportait des cartons étiquetés ustensiles de cuisine et ce qu'il reste. Delphine et son mari Richard m'ont accueilli gentiment mais avec prudence. Leur maison sentait la peinture fraîche et la normalité. Le genre de stabilité que je moquais autrefois comme étant de petits rêves. Maintenant, cela semblait inatteignable. Ils ont fait de la place au sous-sol, sol en béton, une petite fenêtre. Un lit de camp pliant qui gémissait quand je m'asseyais dessus. Delphine m'a serré dans ses bras en chuchotant, « C'est temporaire, Val. Tu vas te relever. » Mais le temporaire s'est étiré en semaines. J'ai postulé pour emploi après emploi, assistante chef de projet, contremaître, même des postes de secrétariat, mais chaque entretien finissait de la même manière. Vous êtes surqualifié. Nous cherchons quelqu'un de plus jeune. Votre réputation pourrait attirer l'attention. Les rejets polis coupaient plus profondément que les insultes. La nuit, je restais allongé sur le lit de camp à fixer le plafond du sous-sol, écoutant les rires étouffés des enfants de Delphine à l'étage, leur vie continuant alors que la mienne restait en pause. Le bourdonnement de la machine à laver devenait ma berceuse. Une nuit, j'ai entendu Richard chuchoter à travers le plancher. Elle essaie, chérie. Mais ne la laisse pas rester trop longtemps. Les factures. J'ai arrêté d'écouter. En janvier, mon compte courant affichait 47,80 €. J'ai vendu mon dernier bracelet en or pour de l'essence. Chaque matin, je m'asseyais à la table de la cuisine avec Delphine, faisant semblant de chercher des emplois sur mon vieil ordinateur portable tout en calculant secrètement combien de temps il restait avant que je ne devienne un fardeau pour elle. La pensée d'appeler Eric m'a traversé l'esprit une fois, juste une fois. J'ai même tapé le message, « Je suis désolé. On peut parler ?» Mais je l'ai effacé avant d'envoyer. Il ne méritait pas d'entendre ma voix. Cette nuit-là, je suis resté dehors sur le perron, le vent d'hiver traversant mon manteau, fixant les étoiles qui ressemblaient à des trous poinçonnés dans le paradis. J'ai chuchoté à l'obscurité, « Mon Dieu, j'ai tout construit à partir de rien une fois. Je peux le refaire, n'est-ce pas ?» Mais le silence qui a suivi était plus froid que l'air. Je suis rentré, j'ai regardé mon portefeuille et j'ai vu un seul billet de 20, un de 10, un de 5 et quelques pièces. Le lendemain matin, alors que je marchais vers la médiathèque pour utiliser leur Wi-Fi pour les offres d'emploi, j'ai vu une enseigne lumineuse de l'autre côté de la rue, Centre de recherche biosanté, indemnité nouveau donneur, 50 €. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pensé, peut-être que c'est assez pour survivre une semaine de plus. Je me tenais sur le trottoir à fixer l'enseigne bleue. 50 €. Cela semblait à la fois pathétique et salvateur. Assez pour de l'essence? Peut-être des courses? Peut-être quelques jours à faire semblant d'avoir encore le contrôle sur ma vie. À l'intérieur, l'air sentait le désinfectant et le désespoir silencieux. Une rangée de visages fatigués était assise sous les néons bourdonnants, étudiants, parents isolés, ouvriers, tous serrant des formulaires. Je me fondais dans le décor. À l'accueil, une jeune femme m'a tendu une pile de papiers. Première fois, a-t-elle demandé. Ouais, ai-je dit en forçant un sourire. Première fois pour beaucoup de choses. Les questions étaient humiliantes. Avez-vous mangé aujourd'hui? Êtes-vous actuellement sans emploi? Ce don est-il dû à des difficultés financières? J'ai coché oui aux 3 et ma main tremblait en signant mon nom. Valérie Hérault. Une infirmière m'a appelé depuis l'autre bout de la pièce. Mademoiselle Hérault. Par ici, s'il vous plaît. Elle avait une vingtaine d'années, les yeux brillants, gentille. Son badge indiquait Chloé. Ne vous inquiétez pas, a-t-elle dit en me guidant vers un fauteuil inclinable. Tout le monde est nerveux la première fois. Ne me dites juste pas que ça fait mal. Je ne mentirai pas, a-t-elle souri. Mais je ferai vite. L'aiguille a glissé proprement et un flux rouge foncé a rempli le tube. Pendant un instant, j'ai juste regardé. Mon père avait l'habitude de donner son sang à la Croix-Rouge quand j'étais gamine. Il disait, c'est le moyen le plus simple de faire quelque chose de bien. Je ne faisais pas le bien. Je faisais le désespéré. Vous avez des veines solides, a dit Chloé joyeusement en vérifiant le moniteur. Belle couleur, aussi. C'est bien. C'est génial. Elle fredonnait un air en notant quelque chose sur l'écran,
mais soudain son fredonnement s'est arrêté, son front s'est plissé. Elle s'est penchée plus près de la poche de Colette, puis vers moi. C'est étrange. Quoi donc, ai-je demandé, l'estomac noué. Probablement rien. Je veux juste revérifier. Elle a retiré une petite fiole de mon sang et s'est dirigée vers un microscope dans le coin. Ses mouvements étaient soudainement précis, prudents. Je l'ai regardé se pencher sur l'oculaire, se figer, puis regarder à nouveau. Quand elle s'est retournée, son visage s'était vidé de toute couleur. « Madame » a-t-elle dit doucement. « S'il vous plaît, ne bougez pas. Je dois chercher le directeur. » Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis malade, ai-je laissé échapper. Non, non, s'il vous plaît, restez immobile. Elle s'est précipitée dehors, la porte battante se refermant derrière elle. Mon cœur martelait dans ma poitrine. Autour de moi, de nombreux donneurs faisaient défiler leur téléphone, ignorant que mon monde s'effondrait à nouveau ou peut-être qu'il explosait. Des minutes ont passé. Puis la porte s'est ouverte. Un grand homme en blouse blanche est entré, porte-bloc à la main, le regard perçant et curieux. Docteur Brunet, selon son badge. Mademoiselle Hérault, a-t-il dit, je dois vous poser quelques questions. À propos de quoi? De votre sang. Chloé l'a analysé 3 fois. Est-ce qu'il y a un problème? Bien au contraire. Il a tiré un tabouret et s'est assis près, de cette proximité qui rend nerveux. Vous avez du sang RH nul, a-t-il dit. C'est le type de sang le plus rare connu sur Terre. Seules 43 personnes documentées le possèdent. J'ai ri, un son sec et nerveux. 43. Ça ne peut pas être vrai. C'est extrêmement rare, a-t-il dit calmement. Votre sang peut sauver des gens qui mourraient sans un donneur compatible. J'ai fixé la poche de Colette à côté de moi, le liquide sombre pulsant dans le tuyau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis précieuse. Disons que les hôpitaux vous appelleraient un miracle. Son téléphone a vibré. Il a froncé les sourcils en répondant, chuchotant un jargon médical rapide. Quand il a raccroché, l'énergie dans la pièce avait changé. Quelqu'un vient vous voir, a-t-il dit. Ils vous expliqueront tout. S'il vous plaît, ne partez pas. Me voir? Qui? Il a hésité, puis m'a regardé avec quelque chose entre la crainte et la peur. Une famille de Monaco, a-t-il dit. Il y a un milliardaire là-bas qui mourra dans quelques heures sans votre type de sang. J'ai cligné des yeux. Quoi? Ils envoient une représentante en ce moment même. J'ai ri à nouveau, car que pouvais-je faire d'autre? Docteur, je suis venu ici pour 50 €. Il a hoché la tête solennellement. Alors aujourd'hui, mademoiselle Hérault, pourrait bien être le jour où votre vie change pour toujours. Je suis resté figé dans ce fauteuil, l'aiguille toujours dans le bras, alors que les mots du docteur Brunet s'imprégnaient en moi. Seules 43 personnes sur Terre. Le bourdonnement des machines remplissait le silence entre nous. Mes pensées s'en mêlaient dans une boucle vertigineuse. Milliardaire. Monaco. Mourant. Mon sang. Docteur, il doit y avoir une erreur, ai-je dit finalement. Je n'ai rien de spécial. Je suis venu pour de l'argent pour l'essence. Mademoiselle Hérault, a-t-il dit calmement. Vous êtes spécial, que vous le croyez ou non. Le sang RH nul n'est pas juste rare. Il est universel pour tous les types négatifs rares. C'est ce que nous appelons le sang en or. Les gens avec votre type sont des bouées de sauvetage vivantes. J'ai regardé la poche à côté de moi. Le lent goutte à goutte cramoisi ne ressemblait soudain plus à du sang. Cela ressemblait à une monnaie, un pouvoir, quelque chose bien au-delà de ma compréhension. Alors, que se passe-t-il maintenant? Nous aurons besoin de plus de tests, mais... Il s'est arrêté au milieu de sa phrase, son téléphone vibrant à nouveau, les sourcils froncés alors qu'il répondait. Oui, RH nul confirmé. Elle est stable. Compris. Quand il a raccroché, il avait l'air presque secoué. Ils savent déjà, a-t-il murmuré. Qui sait, ai-je demandé. La famille de Maréchal, a-t-il dit doucement. Ils sont extrêmement riches. Leur patriarche, Henri de Maréchal, a une maladie du sang rare. Il a fait une hémorragie interne massive. Sans sang compatible, l'opération ne peut pas avoir lieu. J'ai senti ma gorge se serrer. Vous voulez dire que mon sang pourrait le sauver? Il a hoché la tête. Exactement.
Pendant un instant, la pièce a semblé basculer. Quelques heures plus tôt, j'étais une ratée vendant du plasma pour des courses. Maintenant, des étrangers de l'autre côté du pays connaissaient mon nom, ou du moins mon groupe sanguin. La porte s'est ouverte brusquement. Chloé s'est glissée à l'intérieur, le visage rouge. « Docteur Brunet, il y a une femme ici. Elle dit qu'elle vient de Monaco. » Il a ajusté sa blouse. « Faites-la entrer. » La femme qui est entrée n'avait pas sa place dans ce centre médical austère. Elle semblait tout droit sortie d'un magazine de mode. Grande, élégante, un tailleur gris sur mesure qui hurlait l'argent. Ses yeux sombres et stables se sont fixés sur moi. « Mademoiselle Hérault, a-t-elle dit en tendant la main. Je suis Lucie Corval, représentante de la famille de Maréchal. » Sa poignée de main était ferme mais froide, professionnelle. « L'un des membres de notre famille est mourant, a-t-elle dit. Nous avons cherché un donneur dans le monde entier. Vous êtes la seule compatibilité. » Je l'ai fixé, sans voix. « Qu'est-ce que vous me demandez exactement de faire ? » Venez avec nous, a-t-elle dit. Notre jet privé attend. Nous pouvons être à Monaco en moins d'une heure. Le docteur Brunet m'a jeté un coup d'œil. Ils offrent une compensation, Valérie. Une compensation substantielle. Substantielle comment, ai-je demandé prudemment. Lucie a hésité, puis a dit doucement, 2 millions d'euros. La pièce est devenue silencieuse. Même les machines semblaient retenir leur souffle. 2 millions pour mon sang, ai-je chuchoté. Pour une vie, a corrigé Lucie. La vôtre peut sauver la sienne. J'ai baissé les yeux sur le léger bleu qui se formait là où l'aiguille avait percé ma peau. Quelques heures plus tôt, ce bras ne valait rien. Maintenant, il valait des millions. Et pourtant, une seule question brûlait plus fort que toutes les autres. Pourquoi moi, ai-je demandé. Le regard de Lucie a vacillé. Parce que, mademoiselle Hérault, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas juste une coïncidence. C'est l'héritage. Pendant un long moment, je n'ai pas pu parler. Héritage. Le mot sonnait étrange venant des lèvres de Lucie, net et délibéré. Le docteur Brunet a échangé un regard avec elle, comme s'il débattait de la suite. Finalement, il a expiré. Mademoiselle Hérault, quand nous avons identifié votre type RH nul, notre système a automatiquement lancé un panel génétique. C'est le protocole standard pour les donneurs rares. Et, ai-je demandé, méfiante. Il a tourné sa tablette vers moi. Des graphiques, des séquences, des pourcentages sans signification pour mes yeux, mais sont-on porté du poids. Nous avons trouvé un ensemble de marqueurs génétiques spécifiques à une très petite lignée européenne, la famille de Maréchal de Monaco. J'ai ri doucement, secouant la tête. Vous dites que je suis apparenté à des milliardaires ? J'ai grandi à Saint-Étienne. Ma mère était serveuse. Mon père conduisait des camions. Lucie s'est approchée, posant son sac en cuir coûteux sur la table. Le nom de votre mère, a-t-elle demandé. Rachel Vasseur, ai-je dit. Et votre père, Thomas Hérault. Pourquoi? L'expression de Lucie a changé, mi-reconnaissance, mi-calcul. Rachel Vasseur, a-t-elle murmuré comme si elle goûtait le nom. Elle a travaillé pour la famille de Maréchal il y a des décennies. C'est impossible, ai-je dit. Ma mère n'a jamais quitté le pays. En êtes-vous certaine? La voix de Lucie s'est adoucie. Parce que nous avons des archives d'une Rachel Vasseur, française, qui était employée comme traductrice pour le frère d'Henri de Maréchal au début des années 80. L'air a quitté mes poumons. Son frère, Vincent de Maréchal, a disparu en 1985. La famille croyait qu'il avait fui après une dispute avec Henri. Vers cette même année, Rachel a quitté Monaco sans préavis. J'ai avalé difficilement, mon pouce accélérant. Êtes-vous en train de me dire que mon père n'est pas mon père? Le docteur Brunet a baissé la voix. Nous ne pouvons pas le confirmer sans test, mais votre ADN correspond à la signature génétique des Maréchal à 99,7%. Ce n'est pas une coïncidence, Valérie. C'est une lignée. Pendant un instant, tout ce que je pouvais entendre était le doux bourdonnement des machines. J'étais venu ici pour gagner 50 €. Maintenant, ces gens me disaient que toute ma vie, mes parents, mon identité pouvait être bâtie sur un mensonge. Je dois appeler mon père, ai-je dit, fouillant pour trouver mon téléphone. Le docteur Brunet a hoché la tête calmement. Faites-le, mais faites vite. Le temps presse.
Quand il est sorti, Lucie est restée, m'observant comme une négociatrice jaugeant son adversaire. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi moi? Parce qu'Henri est mourant, et vous êtes la seule parente par le sang vivante qui peut le sauver. La famille cherche la lignée de Vincent depuis des décennies. Vous voulez dire mon père? Le regard de Lucie s'est adouci pour la première fois. Oui, votre père. J'ai appuyé sur appel. Ça a sonné 2 fois avant qu'une voix familière et rocailleuse ne réponde. Val? Tout va bien? Papa, est-ce que maman a déjà travaillé à Monaco? Silence. Puis un soupir lent et lourd. Tu as découvert, n'est-ce pas? Ma poitrine s'est serrée. Alors c'est vrai. Ta mère a rencontré un homme nommé Vincent alors qu'elle travaillait là-bas, a-t-il dit doucement. Elle est rentrée enceinte. Je l'ai épousée en sachant que ce n'était pas le mien. Elle m'a demandé de te protéger de ce monde, de leur argent, de leur nom. Tu m'as menti toute ma vie. Je t'ai élevée, Valérie. Cette partie n'était pas un mensonge. Les larmes brouillaient ma vision. Je me suis détourné pour que Lucie ne voie pas papa, ai-je chuchoté. Il y a un homme à Monaco, Henri de Maréchal. Il est mourant. Mon sang peut le sauver. Alors vas-y, a-t-il dit simplement. Ne déteste pas ta mère pour ce qu'elle a fait. Elle voulait que tu aies une vie ordinaire. J'ai essuyé mes yeux, calmé ma respiration et regardé Lucie. J'irai, ai-je dit. Mais pas pour l'argent. Ses lèvres se sont courbées légèrement. Bien sûr que non, mademoiselle Hérault. Mais ça ne fait pas de mal, n'est-ce pas? 10 minutes plus tard, j'étais à l'arrière d'une berline noire aux vitres teintées, mes pensées entrant en collision avec chaque réverbère qui passait. Le chauffeur ne parlait pas. Le téléphone de Lucie vibrait sans fin. Quand nous avons atteint l'aérodrome privé, un jet blanc élégant brillait sous les projecteurs. J'ai marqué une pause sur les marches, agrippant la rampe. 6 heures plus tôt, j'étais une femme avec 47 € à son nom. Maintenant, je volais vers un autre monde pour sauver un homme qui pourrait être mon oncle, pour rencontrer une famille qui ignorait mon existence, et pour découvrir une vérité que ma mère avait enterrée avec elle. Alors que les moteurs rugissaient, Lucie s'est penchée vers moi et a dit doucement, « Bienvenue à la maison, mademoiselle Hérault. » Le bourdonnement des moteurs du jet était régulier, presque hypnotique, mais mes pensées étaient tout sauf calmes. Je fixais par le hublot l'océan de nuages en dessous, mon reflet faible contre la vitre, une femme suspendue entre 2 mondes, n'appartenant plus à celui qu'elle quittait, ni prête pour celui qui l'attendait. Lucie était assise en face de moi, tapant rapidement sur son téléphone. Les hôtesses chuchotaient, préparant des fournitures médicales et des mallettes argentées estampillées de l'écusson des maréchals. J'ai croisé les bras, portant toujours la même veste délavée. « Avez-vous peur de l'avion, mademoiselle Hérault » a demandé Lucie soudainement. « J'ai peur de tout » ai-je dit doucement. Y compris de découvrir qui je suis vraiment. Elle a eu un petit sourire. Pas méchant, juste lasse. La vérité est plus lourde que l'altitude, mais nécessaire. Le silence a rempli la cabine à nouveau. J'ai sorti mon téléphone, mon pouce planant sur le contact de mon père. Thomas Hérault. Non. Vincent de Maréchal. Quand j'ai finalement appuyé sur appel, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher le téléphone. Val. Sa voix était douce, usée par l'âge et la culpabilité. Papa, ai-je chuchoté. Je suis dans un avion pour Monaco. Une longue pause. Je pouvais entendre la respiration lente d'un homme se préparant au passé. Alors tu les as rencontrés. Lucie? Elle a dit, mon sang peut sauver quelqu'un nommé Henri de Maréchal. Mon oncle Henri. La façon dont il l'a dit, moitié douleur, moitié nostalgie, m'a tout dit. C'est vrai alors, ai-je dit. Tu es Vincent. Tu les as quittés. Tu l'as quitté. Son silence était la seule confirmation dont j'avais besoin. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, ai-je exigé, ma voix se brisant. Pourquoi me laisser grandir en pensant que nous étions juste ordinaires? Parce que je te voulais libre, Valérie. Son ton était à vif. Henri et moi avons été élevés dans des cages dorées. Attente, argent, lignée, chaque décision prise pour nous. Quand j'ai rencontré ta mère, j'ai vu la première chose réelle de ma vie. Alors je suis parti. Parti? D'un empire? D'une prison, a-t-il corrigé. Les larmes me brûlaient les yeux. Maman savait. Elle savait.
Elle a juré de te protéger de ce monde. Elle t'aimait, Val, plus que son propre confort. Les moteurs bourdonnaient plus fort, la pression de l'air épaisse d'émotion. Henri est mourant, ai-je dit doucement. Et je suis la seule à pouvoir le sauver. Alors sauve-le, a-t-il chuchoté. Et dis-lui que je lui ai pardonné il y a des décennies. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait que j'hérite de tout, a dit mon père. Mais je ne voulais pas de la couronne. Il ne pouvait pas comprendre que l'amour valait plus que l'héritage. J'ai avalé la boule dans ma gorge. Il le saura bientôt. Il y a eu un moment de silence avant qu'il ne parle à nouveau, sa voix tremblant maintenant. Valérie, écoute. Quoi qu'il arrive là-bas, souviens-toi que le sang peut te lier, mais ce sont tes choix qui te définissent. Tu es ma fille parce que je t'ai choisie. N'oublie pas ça. Ma vision s'est complètement brouillée. Je n'oublierai pas. Bien. Alors va faire ce que toi seul peux faire. L'appel s'est terminé, mais ces mots sont restés, résonnant plus fort que les moteurs. Lucie m'a regardé essuyer mes larmes et a dit doucement, il vous a dit la vérité, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Il l'a fait, et il m'a dit de sauver son frère. Pour la première fois, l'expression de Lucie s'est fissurée, respect, peut-être même empathie. Vincent était le seul maréchal qui ait jamais renoncé au pouvoir, a-t-elle dit. Henri respectait cela, bien qu'il ne l'ait jamais dit à voix haute. L'avion a amorcé sa descente, la côte de Monaco scintillant en dessous comme un ruban d'or et de saphir. Quand les roues ont touché le sol, j'ai expiré un souffle que je ne savais pas avoir retenu. L'hôpital qui nous attendait ressemblait à un palais. Sol en marbre, lustre et homme en costume parlant à voix basse. Je me sentais petite à nouveau, comme la femme ruinée de Lyon. Déplacée dans tous les sens du terme. Lucie m'a guidé à travers les couloirs stériles jusqu'à une suite privée. Les machines bipaillaient doucement. Un homme frêle était allongé, entouré de médecins. Ses cheveux étaient argentés, sa peau translucide, mais ses yeux. Ses yeux reflétaient les miens. Henri, a dit Lucie doucement. Voici Valérie. Il a tourné la tête vers moi, ses lèvres tremblantes. Tu ressembles à Rachel, a-t-il chuchoté. Tu es la fille de Vincent. Mon cœur a raté un battement. Oui, ai-je dit, la voix brisée. Et je suis là pour vous sauver. Il a souri faiblement. Alors peut-être que tu sauves plus que juste moi. Alors que l'équipe médicale préparait la ligne de transfusion, j'ai jeté un coup d'œil à la poche 4, à la tubulure, au rouge familier qui avait autrefois signifié honte et pauvreté. Maintenant, cela signifiait vie, héritage, rédemption. L'infirmière a glissé l'aiguille, et j'ai senti la traction rythmique lente alors que mon sang commençait à couler vers lui. Le frère de mon père, le secret de ma mère, mon propre commencement. Henri a tendu la main, ses doigts fins se refermant sur la mienne. Tu n'as aucune idée, a-t-il chuchoté, de ce que cela signifie pour notre famille. Des larmes coulaient librement maintenant. Peut-être que si, ai-je dit. Parce que ce n'est pas juste vous sauver, c'est sauver qui je suis. Et pour la première fois depuis des années, alors que le sang en or coulait, je ne me sentais pas brisée. Je me sentais entière. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait les grandes fenêtres de l'hôpital surplombant la Méditerranée. J'étais assise dans le même fauteuil à côté du lit d'Henri. Le bandage encore frais sur mon bras. Mon corps me faisait mal, mais quelque chose en moi se sentait plus léger, comme si je m'étais vidé de plus que du sang. Henri a bougé, les yeux s'ouvrant en papillotant. Sa voix était faible, mais claire. Tu es resté. Je voulais vous voir vous réveiller, ai-je dit en souriant doucement. Je suppose que j'ai une raison maintenant. Il a ri faiblement. Tu as le sourire de ta grand-mère. Vincent disait toujours qu'elle était trop gentille pour notre monde. À la mention du nom de mon père, l'émotion est montée dans ma gorge. Il est vivant, ai-je dit doucement. Il m'a demandé de vous dire qu'il vous a pardonné il y a 40 ans. Henri a tourné la tête vers la fenêtre, ses yeux brillants. Pardonné? Non, c'est moi qui devrais demander son pardon. J'ai essayé de faire de lui quelqu'un qu'il n'a jamais voulu être. Quand il est parti, je me suis dit qu'il reviendrait une fois qu'il réaliserait que j'avais raison. Il m'a regardé à nouveau, la voix brisée. Il n'est jamais revenu, mais maintenant je comprends pourquoi. Il a choisi la liberté et l'amour, et il a donné au monde. Toi. La pièce est devenue silencieuse. Je ne savais pas comment répondre, alors j'ai simplement pris sa main et je l'ai tenue,
laissant le non-dit remplir l'espace entre nous. Cet après-midi-là, sa fille Isabelle est entrée, posée, élégante, mais son sourire était authentique. Elle ressemblait à quelqu'un qui portait à la fois privilège et responsabilité sur ses épaules. « Je te dois la vie de mon père », a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. « Tu ne me dois rien », ai-je répondu. « Tu lui dois tes années à venir. »« C'est juste. » Pourtant, a-t-elle dit en glissant une enveloppe sur la table. Le virement a été effectué. 2 millions d'euros comme promis. J'ai fixé l'enveloppe, stupéfaite. Ça semble mal, ai-je murmuré. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Alors utilise-le pour quelque chose de bien, a-t-elle dit. Mon père a bâti des choses. Toi aussi. Peut-être que c'est dans le sang. Les mots ont touché plus profondément qu'elle ne le savait. Plus tard ce soir-là, Henri a demandé à me voir une dernière fois avant ma sortie. Il était assis maintenant, la couleur revenant lentement sur son visage. Valérie, a-t-il dit. Vincent m'a dit un jour qu'il préférait construire une vie honnête de ses mains plutôt que d'en hériter 1000 bâtis sur le dos d'autres hommes. Je n'avais jamais compris cela jusqu'à maintenant. Il a attrapé une petite boîte en velours sur la table et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un délicat pendentif en or en forme de goutte de sang. Il appartenait à notre mère, a-t-il dit. Elle croyait que le plus grand cadeau de notre famille n'était pas ce que nous possédions, mais ce qui coulait en nous. Mes yeux ont piqué. Je ne peux pas accepter ça. Vous avez déjà. Henri a souri. Il reconnaît les siens. Quand j'ai quitté l'hôpital ce soir-là, l'air de Monaco sentait le sel et le jasmin. J'ai regardé le port où les yachts scintillaient sous le clair de lune et j'ai pensé à mes parents. Ma mère qui avait fui ce monde, et mon père qui en avait construit un nouveau avec rien que sa volonté. Lucie m'a rejointe à l'extérieur de la voiture. Tout est réglé, a-t-elle demandé. Autant que cela puisse l'être, ai-je dit. Henri veut que vous sachiez que la famille de Maréchal vous considère comme l'une des leurs. C'est gentil, ai-je répondu en regardant vers la mer, mais j'ai déjà une famille. Je ne savais juste pas combien d'elles vivaient en moi. Alors que la voiture s'éloignait, le pendentif dans ma main a attrapé le dernier rayon du coucher de soleil. Une minuscule lueur d'or, chaude comme la vie elle-même. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas perdu entre deux mondes. J'étais enfin à la fois une fille de Saint-Étienne et de Monaco. Une femme ressuscitée, non par la fortune ou la gloire, mais par le sang qui l'avait toujours ramenée chez elle. Quand je suis retourné dans la région lyonnaise, le monde semblait différent, plus petit d'une certaine manière, mais plus doux. Le vent de janvier qui ressemblait autrefois à une punition caressait maintenant mon visage comme une invitation. Je n'étais plus la même femme qui était partie. Je n'étais pas juste Valérie Hérault, l'entrepreneuse faillie, ou Valérie de Maréchal, l'héritière perdue. J'étais les deux. Et pour la première fois, cela semblait suffisant. Papa, Thomas Hérault, ou plutôt Vincent, m'attendait au vieux bistrot près de l'autoroute A47, celui où maman servait autrefois. Il était déjà assis à notre vieille table. 2 tasses de café fumant attendaient. Quand je me suis glissé sur la banquette en face de lui, il a souri avec des yeux pleins d'histoire. « Tu l'as vu » a-t-il dit. « Oui » ai-je chuchoté. « Il est vivant. Il t'a pardonné. » Les mots ont brisé quelque chose en lui. Ses mains tremblaient alors qu'il les tendait à travers la table, couvrant les miennes. « Ta mère aurait été fière » a-t-il dit. « Tu as fait ce qu'aucun de nous ne pouvait faire, ramener la paix dans notre lignée. » Je l'ai regardé longuement, réalisant qu'il avait raison. La honte, la dissimulation, les faux-semblants. Tout s'arrêtait ici. 2 semaines plus tard, j'ai utilisé une partie de l'argent des Maréchal pour rouvrir Hérault Construction. Pas l'entreprise qui construisait des gratte-ciel pour le profit, mais une qui reconstruisait des maisons pour des familles détruites par des tempêtes, des incendies et la malchance. Nous l'avons appelé bâtir l'espoir. Ce n'était pas glamour, mais ça comptait. Parfois, en regardant mon équipe poser la première brique d'une nouvelle fondation, je pensais à ce moment dans le centre de don, à quel point j'avais été désespéré, vide, et comment, en l'espace d'un seul battement de cœur, ma vie s'était divisée en 2, avant que je ne sache ce qui coulait en moi. Et après cette nuit, assise sur ma terrasse, j'ai détaché le pendentif en or qu'Henri m'avait donné. La petite breloque en forme de goutte brillait faiblement dans la lumière déclinante. J'ai pensé à lui, au courage de ma mère, à l'amour silencieux de mon père, à l'infirmière qui n'avait pas détourné le regard quand j'étais juste une autre femme ruinée avec un bras meurtri. Maintenant je comprenais.
La chose la plus rare chez nous n'est pas ce que nous possédons ou accomplissons. C'est ce que nous portons sans le savoir, attendant d'être révélé quand le monde le demande enfin. J'ai vendu mon sang pour 50 € une fois. Mais en le donnant, j'ai découvert quelque chose d'inestimable. Que parfois, le miracle n'est pas ce que vous avez. C'est ce qui a toujours coulé en vous.